avant qu'on passe aux questions et qu'on écoute Julien Després, je peux commencer par une petite présentation. Alors, Julien Després est docteur en histoire contemporaine et professeur agrégé d'histoire-géographie. Il est d'ailleurs chargé de cours à l'université et à l'INSPE de Lorraine, donc qui n'est pas si courant que ça finalement, d'avoir les deux casquettes, INSPE et université. Et puis, je crois qu'il est encore rattaché au CRUL en tant que chercheur associé, si je ne m'abuse. Exactement, c'est ça. Alors, il aborde dans ses recherches des sujets aussi variés que le territoire lorrain, la notion de mémoire, l'histoire des États-Unis, celle de la musique dans la culture populaire contemporaine, au prisme d'une approche politique et culturelle. Et sa thèse de doctorat soutenue en 2023 s'intitule America sur Meurthe, la mémoire du baptême de l'Amérique aux États-Unis et en Lorraine, 1875. C'est précisément de ce vaste sujet dont il sera ici question dans sa présentation consacrée à la mémoire de l'invention du nom America en 1507 à Saint-Dié-des-Vosges, en l'honneur de Vespucci. Merci beaucoup. Alors, je remercie évidemment toute l'équipe du comité d'organisation et en particulier Victor, que je remercie plus particulièrement parce que je sais que ça a été très difficile pour lui de pouvoir me placer dans ce planning dans la mesure où mes engagements et mes différentes responsabilités faisaient que je pouvais vraiment venir que cet après-midi. Donc vraiment, merci à lui et toutes mes excuses. Alors, le personnage d'Amerigo Vespucci, eh bien, il est resté immensément célèbre dans l'histoire pour avoir servi à donner le toponyme America, à nommer un continent tout entier. Pourtant, paradoxalement, le rôle précis de ce personnage historique est beaucoup moins connu que celui de Christophe Colomb en tant que personnage de fiction. Par exemple, si on regarde le site Babelio et qu'on tape en mots-clés Amerigo Vespucci, on va tomber seulement sur une dizaine de références. Et encore, l'immense majorité de ces références n'ont pas vraiment de rapport direct avec le personnage de Vespucci, mais ont reçu le prix Amerigo Vespucci qui est donné au Festival international de géographie de Saint-Dié. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a un seul livre qui parle vraiment d'Amerigo Vespucci, c'est la biographie maintenant classique qui a été faite par Stefan Zweig, posthume, en 1944. En revanche, si on voit ici Christophe Colomb, alors là c'est très différent, on a plus d'une soixantaine de références. Ça tient sans doute au fait que le personnage d'Amerigo Vespucci a été souvent traité dans la littérature de manière très péjorative. Nous reviendrons sur les raisons qui expliquent cela, puisque cette image négative commence à se forger dès la fin du XVIe siècle, en fait, c'est-à-dire moins d'un siècle après sa mort. Par ailleurs, comme beaucoup de personnages historiques, Vespucci a été récupéré par les différentes histoires nationales ou locales. Par exemple, en Italie, et notamment dans la ville de Florence, il est tout à fait bien considéré. En revanche, en Espagne, il est vraiment victime d'attaques très virulentes depuis des siècles, puisqu'il est considéré comme un usurpateur qui a essayé de s'attribuer les mérites du héros national qui est Christophe Colomb. Ailleurs, c'est plus variable et surtout, ça évolue au fil du temps et surtout au gré des avancées de la recherche historique. Par conséquent, l'objectif de ma communication, c'est de retracer la construction d'Amerigo Vespucci en tant que personnage de fiction, en cherchant notamment à déterminer si la légende noire qui a été forgée par la plupart des historiens depuis disons la fin du XVIe siècle, s'est majoritairement répercutée dans les œuvres de fiction. Alors, je commencerai par retracer ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire de l'histoire, même si j'ai bien conscience que l'objectif ici n'est pas ce n'était pas l'objectif de ce colloque, mais il me semble néanmoins important d'avoir quelques repères biographiques pour pouvoir comprendre pourquoi Vespucci ainsi a été si longtemps traité de manière péjorative dans les œuvres de fiction jusqu'à nos jours. Donc, je vais commencer par un petit rappel des faits. Comme tous les historiens, je ne veux pas avoir d'ennui avec le syndicat des historiens, donc je ferai un plan en 3 parties. Un rappel des faits. D'abord, ce qu'on appelle aujourd'hui le baptême de l'Amérique à partir du prénom de Vespucci. Et d'abord, commençons à dire que la biographie de Vespucci, eh bien, elle est très complexe à reconstituer, alors que, paradoxalement, la famille Vespucci est une des plus connues de Florence à la Renaissance, comme on peut le voir ici sur cette fresque de Ghirlandaio,
qui date du dernier quart du XVe siècle, où on voit tous les membres de la famille Vespucci qui sont représentés sous le manteau de la Vierge en guise de protection. Et donc c'est dans leur chapelle privée. Et on pense, mais on n'en est pas tout à fait sûr, que le jeune homme, l'adolescent qui est ici, serait Amerigo Vespucci, mais encore une fois, c'est tout à fait discutable. Pendant très longtemps, on n'a pas du tout su quand est-ce qu'il était né. Enfin, on pensait qu'il était né au milieu du XVe siècle. Alors aujourd'hui, on sait qu'il est né le 9 mars 1454. Et après une jeunesse relativement insouciante, il se rend en Espagne, il se rend à Séville, où il va entrer au service d'un armateur qui est l'un de ses compatriotes. Et puis, sur le tard, vers l'âge de 45 ans, il va s'embarquer à son tour vers le Nouveau Monde dans le sillage des grands explorateurs de cette époque. Ensuite, à l'issue de ce qu'on pense être son troisième voyage, en tout cas lui prétend que c'est son troisième voyage, pour le compte du Portugal, on est en 1501-1502, il adresse un compte-rendu à son protecteur de l'époque, qui fait partie de la famille Médicis, une lettre dans laquelle il fait le récit de ce troisième voyage, et cet ouvrage va être rapidement publié en latin sous le titre de Mundus Novus, et cet ouvrage va connaître un succès absolument fulgurant dans toute l'Europe occidentale. Il est très rapidement traduit dans les différentes langues vernaculaires européennes. Et Vespucci devient rapidement un héros, alors que personne ne sait qui c'est, mais en tout cas, la figure de Vespucci devient un peu le nouveau classique de la géographie moderne. Pourquoi? Parce que dans cet ouvrage, il fait preuve de sensationnalisme, il parle des Indiens en parlant d'actes de cannibalisme, qui donc évidemment s'appelait énormément aux Européens de cette époque. Quelques temps plus tard, au retour de son dernier voyage, qui a toujours lieu pour le compte du Portugal entre 1503 et 1504, de retour à Lisbonne, il adresse cette fois son ancien condisciple à Florence, Piero Soderini, qui est devenu entre-temps le chef de l'exécutif florentin. Il lui adresse un récit de ses 4 voyages. Donc là, vous en avez aussi une édition à Florence en 1505. Et là aussi, c'est un grand succès, rapidement publié. Au final, tout ce que l'on a comme production littéraire de Vespucci tient en 32 pages et 2 opus, et ce qui fait dire à Stefan Zweig qu'aucun homme ne devint aussi célèbre en ayant aussi peu écrit. Ensuite, il retourne en Espagne, où il est engagé par la couronne d'Aragon comme pilote majeur de la Casa de Contratación, c'est un poste très prestigieux qui a été créé pour lui d'ailleurs, où il est notamment chargé de la supervision de la création des cartes du Nouveau Monde. Et puis, il meurt dans cette ville en 1512. Donc ça m'amène bien sûr maintenant à comment est-ce que le nom de Vespucci, son prénom, a été donné au Nouveau Monde. Et c'est là que la Lorraine intervient avec le baptême de l'Amérique dans la ville de Saint-Dié des Vosges en 1507. En effet, au début du XVIe siècle, dans la petite ville de Saint-Dié, il y a un chapitre canonial, donc des chanoines, qui sont également des érudits. Et l'un d'eux, Vautrin-Lude, veut créer une nouvelle édition de la cosmographie de Ptolémée. Et donc pour cela, il réunit toute une équipe de savants, des cartographes, des géographes, des poètes, des latinistes, etc. Et le duc de Lorraine, René II, qui est au courant de ces travaux, décide de lui envoyer exemplaire des 4 voyages de Vespucci, puisqu'il sait qu'à Saint-Dié, on est en train de préparer un ouvrage, et donc René II adresse à Saint-Dié cet ouvrage. Et les chanoines de Saint-Dié sont enthousiastes, ils sont très contents, et ils décident d'en faire un livre qui va s'appeler La Cosmographie Introductio, donc publié à Saint-Dié en 1507. Et en annexe de cet ouvrage, on va avoir pour la première fois, dans une traduction en latin, le récit des 4 voyages d'Amerigo Vespucci. Et les chanoines de Saint-Dié ont été tellement impressionnés par le récit de Vespucci qu'ils ont décidé de donner au Nouveau Monde le mot America. Et dans le même temps, ils vont publier, donc toujours à Saint-Dié, une carte qui aujourd'hui est vraiment immensément célèbre. Alors, à plusieurs titres. D'abord parce que c'est également la première carte où va apparaître le mot America. On y voit également un petit médaillon en haut à droite avec en gros plan la figure évidemment très certainement imaginaire d'Amerigo Vespucci. Et il se trouve que cette carte est très célèbre puisque c'est encore aujourd'hui le document cartographique le plus cher au monde, puisqu'en 2003, le seul exemplaire connu a été acheté par la Bibliothèque du Congrès de Washington pour la somme de 10 millions de dollars, et elle est enserrée dans
dans un cadre vide d'oxygène qui lui-même a coûté 1 million de dollars. Donc, c'est encore aujourd'hui le document cartographique le plus cher au monde. Alors, la ville de Saint-Dié s'enorgueillit évidemment de cette situation, et c'est la raison pour laquelle, depuis la fin du 19e siècle, la ville s'est autoproclamée marraine de l'Amérique, et que depuis 1990, la ville organise un festival international de géographie qui obtient un beau succès. Il y a un salon du livre qui s'appelle Salon du livre Amerigo Vespucci, bien sûr. Et puis, chaque année, la ville, au moment de ce festival, décerne un prix Amerigo Vespucci du livre d'aventure et de voyage. Alors, ça m'amène à ma deuxième partie, ce que certains historiens et historiennes appellent l'affaire Vespucci, c'est-à-dire comment est-ce que, dans les décennies qui ont suivi, Vespucci est devenu un personnage très controversé. Alors d'abord, on va commencer par la construction progressive de sa légende noire. Et cette légende noire, elle commence relativement tardivement. En tout cas, au XVIe siècle, Vespucci est plutôt bien considéré. Alors, il meurt en 1512 à Séville, on l'a vu, mais pendant tout le XVIe siècle, on recense absolument aucune chose négative sur lui. En fait, c'est Bartholomé de Las Casas qui, chronologiquement, donc c'est le grand biographe, premier grand biographe de Christophe Colomb, qui en 1575, 1575 publie une biographie dans laquelle c'est une histoire des Indes, mais en fait, c'est en grande partie une biographie de Colomb, et où il va énormément critiquer Vespucci, et il est le premier à le considérer comme un affabulateur, comme un menteur, comme quelqu'un qui a menti pour conserver pour lui ce qui aurait dû revenir normalement à Colomb. Mais comme cet ouvrage n'a pas été publié tout de suite, il a fallu attendre la fin du 19e siècle avant qu'il y ait une véritable édition de cet ouvrage. Eh bien, jusqu'à présent, la mémoire de Vespucci est intacte. En revanche, à partir du XVIIe siècle, les choses commencent à beaucoup bouger. En effet, le personnage de Colomb, lui, commence à ressortir de l'oubli dans lequel il était depuis sa mort en 1506, et c'est là qu'une légende noire va commencer à se forger. Pourquoi? Parce que un personnage aussi important que Colomb, comme beaucoup de personnages historiques, a besoin d'une sorte d'ennemi. Il a besoin d'une sorte de némésis. Et un petit peu comme Salieri était la némésis de Mozart, et bien là, c'est le rôle que Vespucci va jouer. Et donc, on a tout un espèce d'univers mental qui commence à se mettre en place au XVIIe. Et l'histoire, la voilà, elle tient en peu de mots. Vespucci était très jaloux de Christophe Colomb. Et à la mort de celui-ci en 1506, il aurait décidé de contacter des chanoines dans un endroit très reculé au fin fond des Vosges, à 2000 km de là, de façon à ce que son plan machiavélique ne soit pas divulgué. Il les aurait incités à utiliser son propre prénom pour nommer le Nouveau Monde en lieu et place de Colomb. Et puis, ainsi, personne n'aurait été au courant. Et puis, c'est comme ça que le nom de l'Amérique se serait diffusé. Alors, cette histoire va très vite se répandre, et alors, il serait impossible de présenter toutes les versions un petit peu apocryphes, enfin, en tout cas, disons, les versions de ce que je viens un petit peu de vous citer, mais je citerai par exemple Ralph Waldo Emerson, qui publie, alors je crois que c'est en 1856, étant donné que j'ai plus mes lunettes, ça devient un exercice assez complexe, si vous voulez. Mais oui, ça doit être ça, 1856, donc English Threats, de Ralph Waldo Emerson. Et alors lui, c'est un des pires opposants de Vespucci, et il écrit, je cite, du moins je vais essayer, il est étrange que la vaste Amérique doive porter le nom d'un voleur. C'est Amerigo Vespucci, ce petit épicier de Séville, qui n'a jamais été mieux que second dans une expédition qui ne prit jamais la mer, et qui parvint par ce mensonge à supplanter un Christophe Colomb et à faire baptiser la terre de son nom malhonnête. Fin de citation. Donc on voit qu'il y a vraiment une certaine rancœur. Alors, je continuerai en citant quelques défenseurs de Vespucci, alors qui sont nettement moins nombreux et surtout beaucoup plus tardifs. En effet, il faut attendre le milieu du XVIIIe pour que la réputation de Vespucci commence à être défendue par quelques auteurs. Alors, on ne sera pas étonné d'apprendre que ce sont d'abord des Florentins qui veulent le défendre, puisqu'ils sont évidemment excédés de savoir que la mauvaise réputation de Vespucci rejaillit sur eux.
Et puis, surtout, progressivement, à partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, on retrouve dans un certain nombre de fonds d'archives de nouveaux documents, qu'on exhume des documents qui étaient inconnus jusqu'alors. Par exemple, on va retrouver une lettre au XIXe siècle de Christophe Colomb à son fils Diego, dans lequel il dit qu'il admire Amerigo Vespucci. Il lui fait tout à fait confiance. Donc, ça invalide la thèse selon laquelle les deux étaient rivaux et que Amerigo Vespucci avait absolument voulu faire du mal à Colomb. Donc, on retrouve également des documents dans les archives de Séville. Notamment, on retrouve le document qui fait que le roi Ferdinand d'Aragon nomme Vespucci comme directeur de la Casa de Contratación. Et donc, ça prouve bien que ce personnage n'est pas du tout considéré comme un usurpateur, comme un menteur, comme quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, parce que sinon, le roi d'Aragon ne lui aurait jamais confié une mission comme celle-là. Au début du XIXe siècle, le grand savant prussien Alexander von Humboldt rédige un ouvrage qui est resté très, très fameux, hein, l'histoire de la géographie, l'histoire critique de la géographie, de l'histoire de la géographie du nouveau continent, qui a été publié entre 1836 et 1839. Et dans cet ouvrage, pour la première fois, on a vraiment une analyse extrêmement poussée de tous les documents qui sont attribués à Vespucci, et grâce à une analyse extrêmement minutieuse et surtout totalement impartiale, puisque lui-même n'est pas florentin, donc il n'a pas de raison de défendre Vespucci, eh bien, il innocente totalement Vespucci. Il montre que celui-ci n'est en aucune manière responsable du fait d'avoir voulu donner son prénom à l'Amérique. Ça, pour lui, c'est uniquement les chanoines de Saint-Dié qui ont pris cette décision. Amerigo Vespucci n'en est absolument pas responsable. Et puis, un siècle plus tard, comme je le disais en début de cette présentation, on va avoir le fameux ouvrage de Stefan Zweig, Amerigo, qui est sous-titré Récit d'une erreur historique. Et dans cet ouvrage, qui est quand même relativement grand public, il achève d'innocenter totalement Vespucci, c'est-à-dire qu'il va reprendre le dossier de A à Z, il va reprendre toutes les pièces disponibles. C'est construit comme une sorte de procès, en fait, mais c'est vraiment passionnant. On a vraiment tous les documents, toutes les controverses, et il aboutit vraiment à réhabiliter Vespucci, alors que depuis 150 ans, c'était quand même vraiment la vision opposée qui dominait. Alors, à partir de là, plus aucun historien ou historienne sérieux ne peut continuer à dire que Vespucci est responsable de tous les griefs dont on l'accable. Le problème, c'est que dans la culture populaire et dans la fiction, il faut beaucoup de temps avant que les résultats de la recherche historique infusent, et donc on a beaucoup d'œuvres de fiction qui sont encore sur le mode d'un Vespucci considéré comme un voleur, un menteur, un usurpateur. Donc c'est ce dont nous allons parler tout de suite dans ma troisième partie, l'image de Vespucci dans la fiction. Alors, je commencerai par des représentations neutres, voire négatives, puis ensuite je verrai les représentations un petit peu plus... j'ai dit quoi? Neutres, voire positives, pardon, c'est ça. Et ensuite, les représentations négatives. Alors, quelques mots quand même sur ma méthodologie. Alors, la plupart des documents que je vais vous montrer maintenant, en tout cas des extraits que je vais vous montrer maintenant, j'avais déjà commencé à les accumuler quand je préparais ma thèse, puisque j'ai accumulé beaucoup de documentation sur Amerigo Vespucci, surtout des documents historiques, mais aussi des œuvres de fiction de façon à compléter. Évidemment, ici, mon objectif n'est pas de vous présenter des livres historiques, en tout cas qui se présentent comme des livres d'histoire, puisque ce n'est pas le but de ce colloque, mais je vais présenter des ouvrages qui intègrent des éléments fictionnels, même si naturellement, on va avoir des éléments historiques plus ou moins, qui se rapprochent plus ou moins du Vespucci historique. Alors, commençons avec un livre pour enfants qui date de 1990 de Gérard Yeager et John Howe, qui s'appelle très sobrement Vespucci. Alors ici, Vespucci est présenté comme un humaniste, c'est-à-dire ce serait quelqu'un qui aurait réprouvé le pillage des richesses des indigènes, ainsi que leur massacre par les soldats européens qui accompagnaient les expéditions. Il s'intéresserait seulement à la découverte du Nouveau Monde et non à sa conquête. Alors, on a des illustrations comme celle-ci où on voit Vespucci comme un sage, comme un philosophe qui est en train de travailler dans sa cabine, ou encore celle-ci où on le voit en train d'observer les étoiles. Les auteurs font tout de même état des différentes polémiques qui existent sur Vespucci, mais pour eux, ils ne sont
Il n'adhère absolument pas à cette hypothèse. Il présente Vespucci sous un jour clairement positif. Alors, je cite, « Amerigo nous laisse l'image d'un homme éclairé, d'un scientifique attaché aux valeurs humaines et que la tentation des richesses matérielles n'a pas détourné de son destin. Il fut un homme en marche avec son siècle. » Alors, un autre exemple avec un dessin animé, cette fois-ci, qui date de 1997. Alors, c'est dans la série animée Il était une fois. Donc, Il était une fois les explorateurs. Et là, on a un épisode qui s'appelle Amerigo Vespucci et le Nouveau Monde. Alors, il n'est absolument pas fait état des polémiques, là, cette fois-ci. On le présente également comme un philosophe, quelqu'un qui s'intéresse à tout, aux mathématiques, aux sciences, aux lettres, etc. Et ce dessin animé, qui dure environ 25 minutes, est centré sur son 3e voyage. Il faut bien avoir en tête que c'est destiné aux enfants. Donc, l'objectif, c'est vraiment de présenter la découverte de la faune, de la flore, les premiers contacts avec les indigènes et absolument pas les polémiques historiques qui, a priori, n'intéresseraient vraiment pas les enfants. En revanche, dans les quelques minutes qui terminent le dessin animé, on fait un petit zoom vers la ville de Saint-Dié, où on voit 2 des chanoines de la ville de Saint-Dié en train de discuter. Donc à droite, on a Vautrin Lude, l'éditeur, et à gauche, on a le cartographe Martin Walsemuller, qui est le cartographe de Saint-Dié, qui tient dans son livre un exemplaire du Mundus Novus d'Amerigo Vespucci, et ils sont en train de discuter et de dire, tiens, si on donnait au Nouveau Monde le nom américain. Je pourrais également citer ce roman de 2011 d'Olivier Icor qui s'appelle Les 4 journées d'Amerigo Vespucci. Alors, le roman commence en 1507, à Séville, et on y voit Amerigo Vespucci qui reçoit un exemplaire de l'ouvrage de Saint-Dié, et il semble en être plutôt content, puisqu'il dit lui-même que c'est quelqu'un qui n'est pas très modeste, et donc pour lui, le fait de voir qu'on a donné son nom au Nouveau Monde, ça ne le dérange pas, il est plutôt satisfait, et il dit que il va remercier, il va écrire aux chanoines de Saint-Dié pour les remercier de lui avoir donné ce nom. Donc, selon Olivier Icor, l'auteur, Amerigo Vespucci était bien en contact avec les chanoines de Saint-Dié, mais c'était uniquement pour les remercier du geste qu'ils avaient fait, et non pas pour leur demander de le faire. Donc, évidemment, c'est très différent de l'image qu'on en avait autrefois d'un Vespucci qui aurait demandé aux gens de Saint-Dié de donner son nom, son propre prénom. Alors, dans ce roman, là encore, on a l'intervention du personnage de Christophe Colomb, qui voit Amerigo Vespucci comme quelqu'un de très bien. Il dit à un moment donné, je cite, « Je voudrais saluer la seule personne honnête et droite dans cette belle assemblée de forbans, de voleurs, d'intrigants et de comploteurs concourant à ma perte. » On dit également que le voyage de 1497, qui est très controversé, a bien eu lieu. Donc là, pas d'ambiguïté. Et puis, à la fin du roman, à l'issue de ces 4 voyages, alors qu'il est à Séville, Vespucci s'énerve parce qu'il a entre les mains des versions imprimées des lettres qui lui sont attribuées, qui sont au nom d'Amerigo Vespucci, et il est très mécontent de constater que ces livres comprennent énormément d'erreurs, et il craint que il sent bien que c'est lui qu'on va accuser parce que ces erreurs ne sont pas de son fait, mais des traducteurs et des éditeurs de ces lettres, et il pense que ça lui sera préjudiciable puisque ces lettres, évidemment, ne manqueront pas de lui être attribuées, et on dira que c'est lui qui avait affabulé, et on ne mettra pas la responsabilité sur ses éditeurs. Je terminerai ce petit tour par une docu-fiction très récente, puisqu'elle est passée sur Arte en 2023. Alors, c'est un téléfilm allemand qui s'appelle tout simplement Amerigo Vespucci, l'Amérique lui a donné son nom. Donc, à gauche, on a l'acteur qui joue Christophe Colomb, et à droite, celui de Vespucci. Donc là encore, on montre qu'ils sont amis. C'est un téléfilm allemand, et là, il faut préciser que chez les Allemands, il n'y a jamais eu de rancœur envers Vespucci. Chez les Allemands, Vespucci a toujours eu une image négative. Par exemple, déjà, on a vu que Martin Walsemuller, le cartographe de Saint-Dié, celui qui avait utilisé son nom pour nommer le Nouveau Monde, était allemand. Et puis, on a vu que Alexander von Humboldt, dans les années 1830, avait été celui qui avait dédouané Vespucci de tous les griefs qu'on lui avait faits. Donc, en Allemagne, en général, il y a
pas de difficulté, et ce documentaire est tout à fait positif vis-à-vis de Vespucci. Je cite simplement la phrase qui est prononcée par un historien qui intervient. Alors, je suis désolé, j'ai oublié de noter son nom, mais on pourra retrouver ça très facilement. Donc, un historien dit, je cite, « On a eu raison de nommer ce double continent en l'honneur d'Amerigo Vespucci. Simplement, par la suite, on a fait un mauvais procès à ce personnage. C'était sans doute moins un découvreur qu'un cartographe qui a su interpréter les découvertes de son temps. C'était injuste qu'il sombre dans l'oubli et il était légitime qu'on donne son nom au nouveau continent. » Alors, il est temps de passer à ce que vous attendez toutes et tous, c'est-à-dire les représentations négatives, et moi aussi. Et je donnerai simplement 2 exemples, avec une série qui s'appelle Da Vinci's Demons, donc ou Les démons de Vinci, qui est centrée sur le personnage de Vinci. Et cette série, en 3 saisons, a été publiée entre 2013 et 2015. Et dans cette série, elle n'a pas eu un très grand écho en France. Elle est passée sur France 4, me semble-t-il. Donc, l'écho n'a pas été extrêmement important. Alors, il faut dire aussi que c'est une série à grand spectacle, hein, qui est volontairement très anachronique. Et il n'y a aucune prétention à la précision historique. Alors, le personnage de Vespucci, qui est interprété par Lee Boardman, apparaît dans la saison 2. Et Léonard et ses amis ont besoin de se constituer un équipage afin de trouver un navire pour partir vers une terre inconnue, donc ce qu'on n'appelle pas encore le Nouveau Monde, où se trouvera un artefact qui s'appelle le Livre des Feuilles. Et on lui suggère le nom d'un certain Amerigo Vespucci qui pourrait leur trouver un navire et un équipage. Donc ils se rendent chez lui à Florence, mais Vespucci fait croire qu'il est mort parce qu'il cherche à échapper à ses créanciers. Il est donc dans un cercueil, comme vous pouvez le voir ici, mais Léonard ne se laisse pas berner par la ruse et lui met un coup de poing pour le faire se lever. Vespucci, comme on peut le voir, a une tête, comment pourrait-on dire, une sorte de mélange entre le Joker et l'oncle Fétide. Voilà, un sourire légèrement carnassier, pourrait-on dire. Et Vespucci leur propose d'aller à Pise pour voler un bateau. Vespucci est présenté comme vénal, immoral, roublard. Alors, je donne quelques exemples de ces répliques. Les gens apeurés sont plus faciles à tondre. Toute perspective d'argent m'intéresse. Quiconque est assez crédule pour être dupé mérite de l'être. Tous les coups sont permis pourvu qu'ils remplissent les bourses, etc., etc. Alors, l'ami de Léonard, qui s'appelle Zoroastre, ne manque d'ailleurs jamais une occasion de montrer qu'il le déteste et de lui montrer son mépris. Alors, il dit, par exemple, « Amerigo Vespucci est aussi insaisissable qu'une anguille. Pourrais-tu mettre un instant ta rapacité de côté? Espèce de pustule purulente à grande gueule. » Etc. Alors, quelques épisodes plus tard, la petite équipe arrive dans le Nouveau Monde. Donc là, on a Vespucci ici au premier plan. Il découvre la faune et la flore locale en étant un petit peu effrayé. Et puis, Vespucci, lui, n'a pas vraiment envie d'aller avec les autres. Il n'a pas envie d'aller en exploration. Lui, il dit « Oh, moi, je vais plutôt rester sur le bateau pour faire des cartes. » Alors là, le problème, c'est que ses compagnons n'ont pas trop confiance. Ils ont peur qu'il reparte avec le bateau. Et donc, Léonard lui dit « On va faire un pacte. Nous, on va partir explorer ce monde pendant 3 mois. Toi, tu restes là. Et si au bout de 3 mois, nous ne sommes pas revenus, tu peux repartir. » Et donc, il dit je vous pleurerai. Donc, Vespucci dit « Je vous pleurerai quand je serai devenu célèbre pour avoir découvert cette terre. » Ce à quoi l'ami de Léonard, Zoroastre, dit « Tu ne manqueras pas de t'en attribuer le mérite en bon chacal pustuleux que tu es. » Et Vespucci, les bras levés, lui dit, je cite, « Ben ouais, peut-être bien que je le ferai, peut-être même aussi que je lui donnerai mon nom à votre espèce de trou à rats, la Vespucci, la Vespucci. » Donc, selon cette vision des choses, c'est Vespucci lui-même qui envisage de s'attribuer les mérites de la découverte de cette terre et de lui faire attribuer son nom, même si ici, il pense plutôt lui donner son nom de famille plutôt que son prénom. Donc, j'aurai un autre exemple sur lequel je vais passer, un roman de 2021 qui est la pire représentation que j'ai pu trouver dans la fiction sur Vespucci, puisque en plus des griefs dont on a déjà parlé, il est représenté comme un violeur, un pédophile et un assassin. – 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 ––
L'exemple de Vespucci nous montre que les personnages historiques peuvent être captés par la fiction selon des procédés très variés. Aujourd'hui, donc, on l'a dit, plus aucun historien sérieux ne prétend que Vespucci a ourdi un complot destiné à s'accaparer les mérites de Colomb. Mais on voit aussi que la fiction a du mal à se départir des réflexes un petit peu Troisième République, si je puis dire. La manière dont Vespucci est représenté semble aussi avoir un lien avec l'origine géographique. En Italie, en France ou en Allemagne, il n'a pas du tout une image négative, alors qu'en Espagne ou aux États-Unis, c'est vraiment l'opinion négative qui semble prédominer. Et puis, il semble aussi que le cadre local semble plus intéressant ici que le cadre national. Par exemple, on voit bien qu'à Florence, Vespucci a une image positive, ce qui est tout à fait compréhensible. Et par exemple, l'aéroport de Florence s'appelle Aéroport Amerigo Vespucci. Et puis, comme on l'a dit, à Saint-Dié aussi, il a une image positive, puisqu'il fait complètement partie de l'histoire de la ville. Et je termine avec quelques éléments non fictionnels, puisqu'on retrouve aussi une image d'Amerigo Vespucci très négative, majoritairement dans les œuvres non fictionnelles, comme par exemple dans ce rap d'Eminem, où on voit que là encore, Amerigo Vespucci est représenté comme un tricheur et comme un menteur. Et puis, je terminerai par cette œuvre de l'artiste franco-chinois Wang Yongping, qui s'appelle Amerigo Vespucci. Mais là, ai-je encore besoin de commenter? Voilà, je vous remercie.